Massoud, bonjour. Bonjour, Gilles. On est heureux de vous retrouver ici dans votre local, dans votre sanctuaire, j'ai envie de vous dire, du café et d'autres produits régionaux. Euh, une question toute simple pour démarrer. Couleur café, c'est né comment? C'est né d'une rêve. Disons dans les années 90-92, un ami l'a créé sur Saint-Étienne, dans la rue Martyr de Vingré. Et à partir de 98, l'idée est venue de partager son savoir-faire avec moi et quelqu'un d'autre. On en a mis quelques années à travailler sur le sujet. À partir de 2003, l'atelier est devenu à Saint-Romain au lieu de rue Martyr de Vingré, plus exactement rue Notre-Dame. Et voilà, depuis 2003, c'est géré par moi. Ça fait donc plusieurs décennies maintenant. Tout à fait. On a dépassé les 20 ans. 32e année. 32e année. 32e année. Et que on avait fait beaucoup d'évolutions sur les sélections du café, de provenances différentes. On en avait quand même un petit pas mal. Mais ce qui nous a sauvés davantage, ce sont nos assemblages assez particuliers qui permettent de monsieur, madame, tout le monde puisse trouver le café à son goût au port. On ne peut pas dire qu'on plaît à tout le monde. Et en plus, on peut pas avoir le même goût que les autres finalement, puisqu'on fait son propre assemblage et on mêle ses proportions. Tout à fait, tout à fait. Et celui qui goûte nos assemblages qui goûte, c'est-à-dire on partage le même palais. Mais par contre, il y en a d'autres peut-être qui ne vont pas aimer. Hein. Donc, c'est pas une question de dire qu'on aimerait que ça plaise à tout le monde. C'est dans le goût, tout est différent. Alors juste derrière vous, je vois couleur café. Est-ce qu'on peut dire que le café a une couleur? On peut peut-être dire qu'il a plusieurs couleurs, non? Il y a plusieurs couleurs. Le café, déjà, au départ, il est rouge, sous forme de cerise. Vous avez 2 grains autour de laquelle il y a une peau. Donc, il est baptisé cerise. À partir de là, la peau est enlevée d'une manière ou l'autre, soit en séchage, soit en mouillage, c'est-à-dire la tremper dans l'eau et enlever un petit peu les peaux dessus, et puis après on le sécher, et à partir de là, on obtient le grain de café qui est vert. Le grain de café vert, il arrive chez nous. Il y a encore le taux d'humidité dedans, et une épluchure, une pellicule autour. Lors de la torréfaction, le café vient d'être gonflé, mais il perd quand même 20% de son poids, et la pellicule qui est autour. Et puis après, à partir de là, selon la température que chacun souhaite lui donner, entre 180 et 210 degrés, voire 300 degrés pour certains industriels quand ils torréfient le café en 6 minutes, ça permettrait d'avoir un goût différent, grosso modo, selon la température qu'on lui donne, et surtout selon l'arrivage. Si vous avez un café qui est trop amer, trop acide, plus on torréfie, plus on perd de l'acidité. Mais ceci ne veut pas dire que on ne va pas trop le torréfier pour garder quand même un petit peu moins amer, c'est pas possible. En fait, chaque café doit donner l'indice de sa température. On est dans le côté technique. Quelle est la différence entre un café Robusta et un café Arabica? Dans l'Arabica, vous trouverez moins de caféine que dans un Robusta. Est-ce que Robusta, ça veut dire robuste finalement? Tout à fait, tout à fait. Ça peut être robuste, mais côté caféine en fait. Pas de côté goût. Les gens ils se trompent souvent qu'un Robusta, ça peut être infect, mais c'est pas vrai. Si on sera amené à boire de Robusta tout seul, on va même trouver même c'est très bon. L'effet en fait, quand on l'assemble avec d'autres cafés, qui fait sortir en fait les mauvais côtés de Robusta. Sinon, l'assemblage des deux, Arabica, Robusta, à petite dose, grande dose, moyenne dose, même certains torréfacteurs sur les marchés, je parle des magasins et tout ça, il la propose même à 70% de Robusta et 30% l'Arabica. Il faut goûter pour voir qu'est-ce que c'est. Si l'assemblage est réussi, c'est que le torréfacteur il est vraiment bien. Quand on parle d'assemblage, comment ça se passe? Vous avez, avec le temps, vous avez acquis une certaine expérience. Comment vous faites pour vous dire, allez, je mets 10% de ça, 20% de ça, 20% de ça? Comment on décide finalement de cet assemblage? C'est un peu au hasard ou alors c'est que vous avez un palais fort développé? Je vais pas dire c'est une question hasard, parce qu'ils doivent le prendre pour un ridicule, mais en effet c'est ça, c'est un hasard. Non, disons, au départ, vous partez à un café qui vous paraît un petit peu fort pour monsieur tout le monde,
Donc on dit tiens, on va l'adoucir en mettant un petit peu de mocha, un petit peu de Pérou, un petit peu de Mexique dedans. Puis on voit ça donne pas de résultat, ben, on change le taux, on ajoute autre chose, on fait l'assemblage disons de l'ordre de 100 grammes pour voir ce que ça donne. Mais quand même, il faut reconnaître que le café ne peut pas être que mon palais, il faut que ça plaise à tout le monde. Donc on travaille pour les autres, pas pour soi. Justement, là aussi, vous faites de nombreux salons dans la région. Quels sont les retours des gens qui viennent vous voir, qui viennent acheter du café? Quelles sont les demandes, quelles sont les remarques aujourd'hui qu'on vous fait le plus souvent? Disons, grosso modo, on a un retour positif sur le type de café qui a été proposé. Et puis, il y en a qui disent ils aiment ce qu'ils ont aimé. Il y en a qui disent que c'est qu'ils n'ont pas aimé. Puis après, nous, on les interroge. Comment ils ont goûté les cafés? C'est-à-dire dans quelles conditions? Est-ce qu'ils ont une cafetière italienne, cafetière filtre, cafetière poussoir, à grains, poussoir, tout ça. Et ceci, on leur explique. Enfin, pour certains, surtout qui trouvent que le café, ils n'ont pas trouvé le même goût quand ils l'ont goûté chez nous. On les interroge, on dit voilà, il va falloir que vous alliez dans une boutique qui est munie d'un moulin, et le moulin permet de régler grosso modo le granulométrie de mouture des cafés. Donc un café, pour qu'on extraire bien davantage, il faudrait que la mouture soit adaptée à votre machine. Déjà, un bon choix d'eau, et puis bonne température, ça compte, et que votre machine aussi qui donne certains l'impression à une machine qui ne laisse pas les temps des cafés s'infuser, ce n'est pas non plus correct. Des fois, vous avez un cafetière filtre qui sont très bien, il y en a d'autres qui ne sont pas très bien. Dès que vous posez le café dedans, de l'autre côté, le café est rejeté. Déjà, mais en avant, il y a aussi la quantité d'eau et la quantité des cafés. Vous arrivez chez quelqu'un, un couple, il y en a un qui aime les cafés et l'autre qui n'aime pas les cafés. Finalement, c'est un peu comme la cuisine. Tout à fait, tout à fait. Il faut respecter tous les éléments. Tout à fait. Disons, une cuillère à café, c'est donné pour une tasse de café, pas pour 2 tasses de café. D'accord? Grosso modo, si vous ne respectez pas ça, quelqu'un arrive chez vous, ils sont 12. Votre cafetière, c'est marqué 12 dessus. Mais votre porte-filtre, Gilles, c'est jamais marqué pour 12 personnes. C'est remarqué, c'est marqué 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes. Ça, avant d'en arriver à 12, il va trouver une filtre qui soit assez énorme. Donc, vous allez mettre 6 tasses dedans et vous prenez votre carafe à la cuisine, vous courez, vous remplissez, vous mettez de l'eau dedans. Bon, vous avez fait ce qu'ils appellent le jus de chaussette. Un jus de chaussette, c'est très à la mode souvent dans la région. On a souvent dit on va boire un jus de chaussette. Oui. On a eu une petite révolution il y a quelques années avec les capsules. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler, les capsules? Ben, ça nous a au départ changé un petit peu le mode de travail parce que nous, en tant qu'artisans, c'était pas commode pour nous pour dire que tiens, on fait un excellent travail et finalement, quelqu'un vient nous piquer le marché. Or, c'est pas vrai. Disons, il faut reconnaître quand même nous autres artisans, entre guillemets, c'est que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la mouture. Nous, quand on pose les moutures moulues dans des magasins, les clients alpha, quand il va la chercher, lui, on ne lui a jamais dit quelle mouture pour quel type de café. Donc automatiquement, le café systématiquement n'est pas bon. Eux, les professionnels dans ce type de machines, ils ont dit, nous on a compris, il faudrait une mouture spéciale, une certaine pression, une certaine dose pour que le café sorte identique, aussi bien à la maison qu'au bureau, que chez les torréfacteurs. De ce côté-là, ils étaient très gagnants. Mais finalement, ils nous ont fait payer le prix d'investissement qu'ils avaient fait dans les machines. C'est qu'on ne peut pas leur reprocher. Par contre, j'aimerais bien ajouter quelque chose ici. Ce type de capsule permet aux restaurateurs finalement d'avoir une carte des cafés, ce qui n'était pas. Ça veut dire qu'ils ont plusieurs variantes, quoi. Il y a plusieurs offres. Tout à fait. Voilà. Qui peuvent très bien proposer un déca adapté, un mocha, un Colombie, tout ça. Si le restaurateur, ils aiment bien travailler avec le café, quoi. Ceux qui s'en foutent, qui mettent n'importe quoi. Donc ça, c'est autre chose. On a aussi, de plus en plus, on voit maintenant des machines où il y a le grain aussi, il est moulu le café instantanément et on a un café, a priori, qui est meilleur. Est-ce que là aussi, ça peut jouer sur les goûts? Tout à fait. Vous avez un moulin intégré avec une certaine pression. Dans le nouveau modèle, surtout, ils font pas mal de choses. Pour ce qui est café, c'est très bien. Mais par contre, il faut pas trop l'utiliser pour le cappuccino et compagnie. Parce que ce type de machines, ils n'ont qu'un seul moteur.
Donc tôt ou tard, vous allez mettre la tarte davantage dans votre machine. Sinon, les machines sont très bien conseillées. Parce que vous allez moudre le café à quantité nécessaire, au temps voulu, par rapport au nombre de personnes que vous voulez. Une tasse, 2 tasses, 4 tasses, 6 tasses. Puis vous avez envie de changer de café, ben vous prenez un autre grain chez quelqu'un d'autre, vous le mettez dedans. Après tout, il vous reste des cafés d'une autre marque. Vous mélangez les deux, vous assemblez les deux, et vous devenez votre propre torréfacteur à la maison. Et l'avantage, c'est qu'on se retrouve à la maison avec un café un peu comme au bistrot d'antan. Tout à fait, à condition que votre moulin de machine à grains soit adapté. À Saint-Romain, ici, c'est un peu le carrefour. Il y a le café qui rentre et le café qui sort. Comment vous faites, comment vous avez fait au fil des années pour sélectionner vos fournisseurs? Ben, disons, au départ, on avait pris certains cafés au hasard, et puis après tout, quand ça nous a plu, on les a gardés, et puis après certains d'autres. C'est comme si on disait, par exemple, le vin de France, ça nous plaît. En France, on a plusieurs cépages et plusieurs régions. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un Syrah qui est fait côté Saint-Joseph, un Syrah qui est fait côté Saint-Romain, ou un Syrah qui est fait en Bordeaux, ça n'a pas le même aspect. Donc, il y a le sol qui intervient, et surtout, c'est lui qui l'a vinifié. Les deux comptent. Dernière question avant de vous laisser retourner à votre torréfaction, puisqu'on est en jour de torréfaction ici à Saint-Romain. Quels sont aujourd'hui vos clients? C'est les restaurants, c'est les particuliers, c'est les salons? Où est-ce qu'on retrouve tous ces produits que le célèbre Massoud propose? Disons, avant tout, on est destiné depuis 2004. En fait, en 2003, quand j'ai pris l'entreprise, depuis 2004, on était spécialisé en bio et équitable. Donc, de ce fait, on est amené à aller plutôt vers le magasin bio. Donc, dans les magasins vers la région, dans certains boutiques, vous trouverez notre café. Mais en plus, on a certains restaurateurs avec qui on travaille, mais pas beaucoup. Et puis, surtout, les salons de thé et les épiceries fines. Et puis, notamment, en grande surface, et on peut l'appeler grande surface, Leclerc, qui est en fait, dans le cadre de proximité, sinon, Intermarché à Saint-Romain-le-Pif, c'est par mesure de proximité, parce que ici c'est un atelier. On est ouvert que lundi et mardi. C'est pas qu'on est feignant, parce que mercredi, jeudi, on s'occupe de nos livraisons dans les certaines boutiques avec qui on travaille sur les 150 km. Donc au fond, ça ne nous permet pas d'ouvrir une boutique. Donc, mais par contre, on met personne d'heure, lundi et mardi, tout le monde est bienvenu. On leur offre une tasse de café, on discute, on lui donne le meilleur choix qu'on peut. Et puis après, c'est à lui de voir si ça lui plaît ou pas. Avec également, ça n'a rien à voir avec le café, un coup de cœur pour les dattes qui viennent d'Iran. Tout à fait, oui. Nos dattes fraîches iraniennes sont bien reconnues dans la région. Les gens, ils reconnaissent, dès qu'il y a les cafés, ils cherchent les dattes. Et dès qu'on voit les dates, ils disent, tiens, il n'y a pas le café. Pour finir et rester dans les dates, quelles sont les prochaines dates qui arrivent? On va vous retrouver sur des salons, sur des rendez-vous là à la rentrée. Les prochains salons qu'on va faire, ça va être aux alentours du 2e dimanche d'octobre, en Saint-Germain-la-Prade, le marché bio avec le Haute-Lard biologique. Très bien. À Saint-Germain-la-Prade. Et puis après, on va vous retrouver du côté de Roanne, on va vous retrouver du côté d'Andrézieux. De côté Roanne, ça va être gastronomie Castellet, le 3e week-end de novembre. Et le 4e week-end, on revient sur Saint-Étienne avec le salon Tatou Juste. Tatou Juste, effectivement. Et puis après, à la fin d'année, plutôt mi-décembre, on se retrouve à salon... le marché de Noël au Câble. Tout à fait, organisé par la Chambre d'agriculture de la région. J'ai bien révisé. On va se faire un petit café? Tout à fait. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci d'être venu, Gilles.